Salut à tous, bienvenue dans le grand débat du web, c'est déjà le numéro 67 et vous faites bien de passer par ici parce qu'il y a énormément de changements pour cette émission. Changement d'abord de principe puisqu'on aura un grand sujet au lieu de deux pour pouvoir avoir le temps de débattre largement avec nos chroniqueurs et invités. On aura ensuite, comme on le fait depuis plusieurs semaines, un invité et puis les plus un moins un, ces coups de cœur, coups de gueule de nos chroniqueurs et invités viendront se placer en plein milieu de cette émission qui accueille pour la première fois 3 nouvelles têtes sur ce plateau. Est-ce que c'est la première et la dernière fois? Ça vous le saurez aussi à la fin de l'émission. Je blague. On accueille, par exemple, tiens, on va commencer par elle, parce que c'est sa première aussi, Louisa Ménard. Salut. Bonjour. Louisa, qui est la cofondatrice de Citron. On fait le tour et puis après, on dira ce que tu fais. Citron, c'est une des startups françaises dont on parle dans le monde des bots, en fait. Pas les bots avec 2 T, hein. Enfin, les gens du web savent de son dont on parle. Hervé Bloch, salut Hervé. Bonjour. De passage ici, c'est sympa de venir nous voir. On est à quelques jours de ce qui va être l'événement d'été, en fait, pour toi. C'est les Big Boss à Marrakech. On est à 29 jours du 8e opus Big Boss. Déjà, ça fait 4 ans que tu as lancé cette histoire-là et ça se balade. L'été, l'hiver, on va pouvoir en parler également. En face, toi aussi, tu es une première prestation. En face, Jérôme Mazurel. Première fois, Jérôme. Salut. Bonjour. Jérôme Mazurel, avec qui j'ai un peu monté des BN au départ, donc il faut le dire. Comme ça, on est clair sur qui est qui. On a fait comme on a pu. Ça se passe plutôt pas mal. Merci, Jérôme. Merci d'être là. 50 Partners, donc toujours. Et puis, de retour dans le club, quand même, Éric Dupin. Presse Citron, Dronestagram et plein d'autres choses. En fait, tu viens de lancer encore autre chose, puis, Éric? Oui, alors on a lancé une déclinaison de Dronestagram qui s'appelle DroneStatJob, qui est une plateforme d'intermédiation entre les professionnels pilotes de drones pour la prise de vue aérienne et les clients. Puis on a un bouquin qui sort là. Joli bouquin. Joli bouquin. D'ailleurs, il est tellement pro en matière de communication pour vendre son bouquin absolument qu'il a oublié de l'emmener. En fait, voilà. Tu l'amènes la prochaine fois, c'est promis. En tout cas, on ne t'a pas vu pendant plusieurs semaines, ça fait plaisir de te retrouver. Même moi aussi, ça me fait sur très ce plaisir plateau. Merci Eric. Tiens, allez, 50 Partners, tiens, on fait un petit tour de table. Ça existe depuis combien de temps? 4 ans maintenant? Quasiment 5 ans. 5 ans déjà? Juillet 2012, début de 50 Partners. Donc voilà, on accompagne aujourd'hui un peu plus de 30 sociétés, 6 à 7 nouvelles sociétés chaque année qui rejoignent le programme. Et donc toujours 50 Partners. C'est l'accompagnement en fait de start-up avec. C'est une solution d'accompagnement long terme, donc équivalent d'un accélérateur ou incubateur, on va dire, sur le long terme, où on apporte toutes les ressources possibles pour aider des projets à réussir. Ça te dit quelque chose, Louisa, non? Complètement. Nous, on avait fait la 50 Partners Academy l'été dernier. Ouais. Là, tu es installé ailleurs aujourd'hui avec Citron. Citron, c'est une start-up dont on parle parce qu'il y a 2-3 start-up françaises comme ça qui commencent à faire bouger les choses sur les bots. Donc les bots, c'est ces petites intelligences artificielles avec lesquelles on échange, notamment sur mobile. C'est quoi le concept de Citron précisément? Exactement. C'est une intelligence conversationnelle. Donc on discute avec un robot qui est intégré dans Facebook Messenger et qui recommande des lieux. Donc on se base sur le langage et le robot apprend à connaître l'utilisateur. Et des lieux pour qui et pourquoi en fait? Des lieux pour l'instant où sortir à Paris. Donc ça peut être des restaurants pour un rendez-vous pro, ça peut être un bar, pour impressionner quelqu'un, ça peut être ce qu'on veut. Et l'intelligence artificielle analyse quelles données pour me proposer un lieu qui me corresponde ou qui te corresponde? Elle comprend le langage et ensuite elle match avec notre base de données qui est propriétaire. Elle comprend le langage, on est en langage naturel, comme on dit dans l'intelligence artificielle. On discute, on en est déjà là. Oui. Comme avec un copain. C'est plutôt impressionnant. Et puis, Hervé Bloch, les Big Boss, donc on le disait, les Big Boss, c'est un événement à part. Dans tous les gens qui participent disent que c'est quelque chose d'étonnant parce qu'on y fait du business à gogo. Ça, c'est la première chose, c'est le but du jeu au départ. On y fait du business, c'est ultra sérieux. Il y a des rencontres en ce qu'on appelle one-to-one. Ça, en général, c'est le premier jour. C'est-à-dire que des startups rencontrent des grands groupes. C'est à peu près ça l'idée. Et puis, il y a le côté networking, discussion, loisirs, fêtes. Et il se passe quelque chose derrière pendant tout le week-end. En fait, c'est un mélange habile entre le savoir vivre ensemble et savoir faire du business ensemble qui finissent par se rejoindre, en fait. En fait, j'ai remis l'humain au cœur. Ouais. Parce qu'on en a marre des salons, des congrès, où on enchaîne des rendez-vous, on enchaîne des conférences. Finalement, les gens, ils ont besoin de discuter, ils ont besoin de se renifler, ils ont besoin de s'entendre, ils ont besoin de s'aimer. Et ce format sur 3 jours permet à la fois des rendez-vous très stricts, donc des speed dating, des rendez-vous affinitaires business, et puis des rendez-vous beaucoup plus détendus. Donc en fait, c'est une grande colonie de vacances avec des décideurs du digital. Ça veut dire que celui qui a une start-up et qui rêve de rencontrer le patron d'un grand groupe français, qu'il n'arrivera quasiment jamais à rencontrer, peut se retrouver à faire la bringue avec lui aussi au bout de 2 jours et finalement signer un contrat parce qu'ils ont discuté business avant et tout ça se fait. On en parlera tout à l'heure avec toi précisément. Le prochain épisode arrive bientôt, donc dans quelques jours, ça sera à Marrakech. Le sujet du jour,
Quelles sont les premières mesures qu'il faut adopter pour le web français? On a vu que le programme d'Emmanuel Macron est à la fois riche de plein de propositions, parfois un peu floues sur certains termes, selon l'ensemble des analystes qui ont plongé leur nez dans ce programme. Il y a énormément de mesures possibles. Avant de parler de ces mesures, peut-être un petit tour pour chacun d'entre vous de ce qui vous semblerait être la première mesure à prendre, peut-être Louisa, concernant les startups par exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'un gouvernement qui arrive comme ça avec un nouveau secrétaire d'État au numérique, si tant est qu'il y a encore ce poste-là, fasse tout de suite pour les startups? Moi, je pense que la mesure primordiale, ça va être vraiment le droit à l'échec. Donc le fait qu'en fait, on peut échouer étant une start-up et rebondir. Mais ça s'inscrit dans la loi directement. J'ai le droit ça s'inscrit dans la loi. Ça s'inscrit dans la loi à travers l'assurance chômage, par exemple. Il y a énormément de personnes qui n'osent pas entreprendre aujourd'hui ou qui n'osent pas forcément se lancer pour une multitude de raisons, mais ça en fait partie. Et je pense que c'est vraiment une mesure clé. Voilà, des mesures de Macron qui a été le plus impressionnante, c'est de dire tout d'un coup, je vais proposer l'assurance chômage pour tout le monde, y compris les entrepreneurs. Donc ça te semble une évidence pour toi? Et je pense que du coup, le droit à l'échec va aussi devenir quelque chose de plus normalisé. C'est le cas en Israël où c'est normal en fait d'échouer et c'est complètement accepté par la société. Et je suis persuadée que ce type de mesure peut du coup le rendre plus normal et plus habituel. Donc ça, c'est vraiment la première mesure qu'il faudrait mettre en place. Vraiment celle qui, d'une certaine façon, emmènerait plein de gens qui n'osent pas y aller vers les startups. Exactement. Je pense que tout le monde n'est pas entrepreneur, mais par contre, ça favoriserait l'entrepreneuriat et ça permettrait à certaines personnes qui hésitent de se lancer. T'as fait quoi toi avant? J'étais étudiante. Étudiante? Quel genre d'école? J'étais à l'ESCA et ensuite à HEC Entrepreneur. Ah tiens, étonnant. Oh, encore une start-upeuse qui vient d'HEC. Il faut se demander s'il y a encore des gens qui sortent d'HEC qui ne montent pas une start-up aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Oui. C'est parce qu'il n'y avait pas encore cette mesure qui les protège finalement de ça. Hervé, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, Emmanuel Macron, il a parlé d'intelligence artificielle et de doter un fonds sur ce sujet parce que globalement, c'est pas avec les métiers d'hier qu'on va faire la France de demain. Donc, il faut plutôt prendre de l'avance. Et Macron dit aussi, en 5 ans, nous redeviendrons la Startup Nation. C'est Israël qui a aujourd'hui ce label. Et ben, on va essayer, nous, de le récupérer et d'avoir cette traction sur le sujet. Par contre, il essaie de la jouer au niveau européen. Au niveau de ce fonds-là, et d'ailleurs tous les fonds qu'il propose, c'est au niveau européen. Tu penses que c'est jouable au niveau européen, dans l'état actuel de la construction européenne, de lancer comme ça des grands projets sur l'innovation? La France se doit d'être à l'initiative des grands projets européens et de le faire à l'échelle européenne. De toute façon, c'est pas si idiot que ça, puisqu'il va falloir se confronter à l'Asie, aux États-Unis. Donc très clairement, il faut être puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on met des sous, parce que mettre des sous, il y a plein de gouvernements précédents qui l'ont fait, et on a vu que ça partait parfois dans des groupes qui sont des professionnels de la récupération des subventions en fait, et dont on ne voit pas toujours le résultat, ou alors quand on le voit, on a un peu mal au portefeuille. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit vraiment efficace et que ça crée réellement des emplois? C'est ça l'idée, et que ça crée réellement des startups. Déjà, arrêtez de croire que les métiers d'hier peuvent être insufflés, incubés, sous morphine. Il faut clairement se concentrer sur les nouveaux sujets, sur les nouveaux formats et même sur les nouvelles formes de recrutement et les formes d'emploi. Donc, ce n'est pas simplement mettre des fonds, c'est aussi aller jusqu'à l'exécution opérationnelle. Quand on voit toute la sharing economy et tous les nouveaux emplois créés, comment donner de la flexibilité pour arriver justement à faire qu'on a des bonnes idées, on a des fonds pour réaliser, puis on a une exécution correcte à l'arrivée. Ok, donc des sous, du chômage, donc des sous aussi. Il y a aussi quand même l'écosystème. Il faut aussi créer un écosystème et mettre en place un cadre qui favorise du coup l'innovation. Ça n'existe pas déjà quand même. Il y a quand même beaucoup de cadres pour les écosystèmes en France actuellement, non? Ça se développe. Ça se développe. Bon, Jérôme, qu'est-ce qu'il faut faire? Difficile de dire ce qu'il faut faire, mais je pense qu'effectivement, des sujets... En premier, on veut dire, première mesure qui se semblerait importante. Je parlerai peut-être du pendant de ce qu'évoquait Louisa, qui était de dire qu'il faut protéger l'échec, qui est effectivement un bon sujet, et je pense que l'inverse et qui est complémentaire, c'est de motiver le succès. Et ce sont des mesures d'ailleurs qu'il a évoquées, mais je pense qu'un des problèmes en France, c'est qu'on taxe énormément le succès, que ce soit pour les entrepreneurs ou pour les investisseurs, et on se retrouve dans une situation où certains entrepreneurs préfèrent partir à l'étranger pour entreprendre à cause de ça, et que des investisseurs sont peut-être freinés de venir en France à cause de ça. C'est donc des mesures dont il a parlé, mais je pense que c'est un élément clé dans le développement de l'écosystème, c'est de permettre à ceux qui prennent des risques d'en tirer vraiment les fruits, en n'étant pas taxés de façon extraordinaire, comme ça peut être le cas par rapport aux autres pays européens.
Donc ça, c'est plutôt sur ceux qui réussissent, en fait, et essayer de garder aussi le bénéfice de la réussite de certains. Oui, parce que en proposant du bénéfice à ceux qui prennent des risques, on va motiver des gens à prendre des risques, et que ce soit des entrepreneurs en France ou des investisseurs de l'étranger, ce sera de toute façon une bonne chose. Attirer des investissements étrangers sur l'écosystème français d'innovation ne pourra que le développer. Donc je pense que ce sont des bonnes mesures, encore une fois, qu'il a évoquées. J'espère qu'elles seront bien mises en place, bien exécutées. Parce que c'est un point fondamental, mais c'est évidemment une très bonne orientation. Eric, est-ce qu'il faut que le gouvernement offre un drone à tout le monde? Non, ce n'est pas la première mesure. Pour en parler. Non, moi, très sincèrement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, j'attends pas énormément de l'État en matière de libéralisation de l'économie. Je suis libéral par essence. Cependant, je pense au contraire que l'État devrait se recentrer sur des missions qui sont plus d'ordre régalien. Et notamment, j'aimerais qu'un gouvernement aujourd'hui se penche sur les monopoles des GAFA. Et ça peut paraître étonnant de ma part de dire ça, mais aujourd'hui, je suis un peu fatigué par l'omnipotence de Google. Et j'aimerais qu'un gouvernement, Macron, se penche sur la question et voit quelles sont les possibilités de contrer ça, d'aider l'entreprise face à Google. Aujourd'hui, on est complètement désemparés face à la surpuissance et à la toute-puissance de ces groupes et qui font réellement la pluie et le beau temps dans le digital. Ça se joue là, pour le coup, clairement au niveau européen. On a vu pas mal de projets, notamment Quant, le moteur de recherche européen. Bon, de là à ce que Quant commence à avoir les mêmes métriques que Google, il va se passer un petit peu de temps quand même. Est-ce qu'on peut encore lutter? C'est ça? Non, mais en fait, l'idée, c'est pas tellement de partir sur des... Alors Quant, c'est très bien, je les connais, c'est un beau projet. Et on pourrait aussi parler du fiasco Quaero d'il y a quelques années, où on avait l'ambition de faire un très grand moteur de recherche européen, et puis ça a complètement capoté. Il était doté de je ne sais plus combien de centaines de millions, et puis on ne sait pas où est passé cet argent. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne le sais pas. Peut-être que certains le savent. Je pense que plutôt l'État devrait avoir dans ce cas de figure un rôle non pas forcément d'impulsion, mais de régulateur. Et il y a certainement des choses à faire pour se pencher sur le monopole Google, entre autres, et lister un certain nombre de pratiques qui devraient être aujourd'hui, en tout cas, encadrées, voire réglementées. Pourtant, je ne suis pas un fan de la réglementation. Ne serait-ce que fiscalement, si déjà on pouvait réintégrer fiscalement les bénéfices de ces quatre structures. Ça fait partie des propositions annoncées, fiscaliser les géants du net. Alors tout le monde l'a dit, personne n'a réussi à le faire jusqu'à présent. Mais là, il faut qu'il y ait une harmonisation européenne et Macron a une vraie vision européenne pour tous ses projets. Donc pour ça, c'est un peut-être aussi qu'il n'y ait pas des paradis fiscaux à l'intérieur même de l'Union européenne. Donc ça demande quand même un petit peu de travail. On va faire le tour de 3 mesures comme ça au plus qu'il a proposées. Vous allez me lever le doigt en me disant je prends pas. Et si vous ne prenez pas, vous me dites pourquoi. La fin du RSI, vous prenez ou vous ne prenez pas? La mort du RSI, qui est cette espèce de capharnaüm là, qui tue tellement d'entreprises parce que c'est un peu compliqué. Oui, enfin, j'ai donné mon avis là déjà. Hein. Oui, on est tous d'accord, je pense. Fin du RSI, on est d'accord. Bon, doublement des plafonds pour le régime fiscal de la micro-entreprise, ça va un petit peu de pair. Chômage pour les entrepreneurs, on en a parlé. La baisse de l'impôt sur les sociétés, ça va agir ou pas? Ça fait partie des mesures dont tu parles. Ça. Vraiment, oui, je pense que ça a vocation à motiver l'économie. Bon, 33 à 25%, c'est pas encore le grand soir, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est une mesure forte. Un fonds de capital risque dans les start-up européennes, 5 milliards d'euros. Ça, est-ce que tu penses... Comment on prend. Mais après, comment est-ce qu'on distribue ça très concrètement? Enfin, qui a la légitimité aujourd'hui pour distribuer et savoir à qui distribuer quoi et combien? C'est ça la vraie difficulté. Surtout au niveau européen, ça devient compliqué, non? Mais bon, l'idée est belle. Hein. Tu prends, toi? Complètement. Je pense que c'est l'enjeu de l'Europe. Combien des 5 milliards? Non, mais je pense que sur le fait d'uniformiser l'Europe, c'est très important. Moi, je suis à moitié irlandaise et on m'a toujours dit, mais pourquoi est-ce que vous ne lancez pas votre boîte en Irlande? D'un point de vue fiscal, d'un point de vue, etc. Oui, mais en fait, c'est la France qui m'a éduquée et j'ai envie de créer ma boîte en France. Donc, je pense que c'est hyper important. Tu repartiras en Irlande quand tu auras fait fortune en France. Exactement. Mais tu auras une légitimité à le faire, en fait. Il n'y a pas de souci. Juste pour ajouter sur le fond, c'est un sujet qui est assez sensible. À mon avis, c'est une bonne idée. Ça peut être un peu démagogique de proposer de l'argent pour les startups parce que c'est un peu facile quelque part. On va faire un fonds de X milliards à destination des startups. Tout le monde dit super. Moi, je pense qu'il faut faire très attention à l'exécution, à la mise en place. Tu évoquais le problème de qui va investir, dans quoi, pourquoi, comment et quel impact. C'est un vrai impact de faire arriver de l'argent dans l'écosystème, sur le marché. On l'a vu depuis les dernières années. Je veux dire, il y a beaucoup d'argent qui est arrivé, notamment à travers du gouvernement.
la BPI gère des sommes très importantes qu'elle amène dans l'écosystème. La BPI fait déjà le job en partie. Elle fait déjà un job qui est phénoménal, qui a apporté énormément à l'écosystème, avec énormément de points positifs, mais aussi un vrai impact sur l'argent qui est disponible et donc la compétition entre les fonds, les valorisations. Il y a beaucoup de choses à considérer et auxquelles je pense qu'il faut faire attention. Une autre mesure qui est un petit peu la numérisation en fait du citoyen, le e-citoyen à la façon estonienne, on prend tout ça j'imagine, parce que là franchement... On prend tout et rapidement. On prend tout, mais ça va prendre du temps, mais l'Estonie a prouvé qu'on pouvait le faire et qu'on pouvait bien le faire. Et puis la couverture des zones blanches françaises, elles sont énormes, en très haut débit, et tout ça avec une aide aux opérateurs. Est-ce qu'il faut aider les opérateurs à aller sur les zones blanches alors qu'on leur avait dit au départ qu'ils avaient un accord et des contrats pour y aller? Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé les zones blanches. Est-ce qu'il faut les financer là-dessus? Quel est votre avis? Ouais, j'ai pas d'avis parce que c'est tellement des questions toi, comme moi, de rentabilité. TGV, les zones blanches, on connaît un peu. Hein. Oui, mais alors justement, il y a eu un gros effort de fait puisque c'est vrai, la ligne Paris aujourd'hui, c'est 4G tout le long, l'impôt. Ouais. Moi, j'habite dans le centre de la deuxième ville de France et je suis dans une zone blanche, donc je suis directement concerné. Ce qui est pratique pour un mec qui bosse sur le web. C'est super pratique, mais voilà, je me suis fait, donc je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'avoir des ondes en plus ou finalement, est-ce que... Je sais pas. Bon allez, on a fait le tour de ça. On passe au plus 1 moins 1, qui est la nouvelle chronique interne, qui était à la fin d'habitude et qui se retrouve au milieu de ce nouveau format du grand débat du web. Tiens, avec toi d'ailleurs, plus 1. Plus 1, c'est... alors ça pourrait être aussi un moins 1, mais bon, on va dire que c'est un plus 1. C'est Facebook qui a pris la décision, qui a annoncé la semaine dernière, qui recrutait 3000 modérateurs, en plus de leur team déjà de 4500 personnes, pour intervenir sur les vidéos et notamment sur les lives, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de dérives sur les lives, c'est très difficilement contrôlable. Donc reste à savoir comment seront utilisés ces modérateurs. Moi je suis quand même assez époustouflé de voir qu'une entreprise aujourd'hui est capable du jour au lendemain de dire je recrute 3000 personnes juste pour faire de la modération de contenu. Mais je pense que c'est une bonne chose. Après, il ne faut pas que ça aille à l'encontre de la liberté de publier et que, par exemple, quand tu diffuses un live en direct d'un match de tennis, que le truc soit coupé parce qu'un modérateur a vu qu'il y avait des droits qui... Puis il y a eu un coup de vent que la jupe s'est levée et que tout d'un coup, là, attention, c'est plus dans la charte de Facebook. Est-ce que tu as un plus 1 ou un moins 1, Louisa? Moi, j'ai un plus 1. C'est un projet qui s'appelle Tech Fugees, qui a été lancé il y a 1 an et demi par Mike Butcher et qui aujourd'hui est géré par Joséphine Goub. Et l'idée étant d'aider les réfugiés grâce à la technologie. Et donc tout de suite, c'est des projets qui sont hyper scalable, qui peuvent aller très vite, très loin et s'appliquer à énormément de pays. Et aujourd'hui, c'est un groupement qui regroupe, donc Tech Fugees regroupe une quarantaine de pays avec des projets un peu partout pour aider les réfugiés, dont 5-10 en France. Et je trouve ça une très très belle initiative. Donc, j'imagine que l'adresse, ça doit être techfugees.org, un truc Exactement. comme ça. Hein. Aussi simple que ça. Voilà. Un petit plus 1 ? Alors, plus 1, moins 1, moi, c'est la chute vertigineuse de Snapchat. Pourtant, tous les matins, mes enfants... Ils ont perdu combien, là ? 25%. En quelques jours, en fait. Ah oui, ils ont perdu 2 milliards de dollars ces derniers mois. Ils ont perdu 25% de valorisation. Ils ne font que quelques centaines de millions d'euros de dollars, enfin, de dollars de chiffre d'affaires. Donc, typiquement, c'est vertigineux. Alors, c'est vrai que mes enfants, tous les matins, me prennent mon portable pour voir les nouveaux de Snapchat. Mais, et alors, le business économique, à un moment donné, il faut qu'il y ait une rentabilité. Il y a quelques marques qui jouent, mais globalement, ils n'ont pas encore trouvé leur seuil. Et donc, arrêtons les valorisations complètement démentes, sans fondement réel business. En même temps, s'il y a des investisseurs qui croient au truc et qui continuent à financer de façon régulière, pourquoi pas ? Twitter a mis beaucoup de temps à trouver un modèle et ils ne l'ont quand même pas trouvé non plus, d'ailleurs. Hein. C'est ça. Enfin, encore que Twitter n'est pas en meilleure passe ces derniers temps. Bon. On verra ce qu'il advient de Snapchat. Qui d'entre vous a déjà mis les pieds dans un big boss quelque part, au ski, à la neige, à la montagne ? Jamais ? Je suis le seul. On est deux alors. Pas encore. Vous allez voir, je connais un peu le patron, il y a quelque chose à faire. Les big boss, on a des images qui vont tourner derrière, vous allez voir un petit peu, ça démarre toujours avec un avion globalement, c'est à peu près ça, ou alors un TGV, la dernière fois c'était en TGV. On emmène tout ce beau monde en fait dans une espèce d'incursion de 3 jours, qui est un modèle qui, en fait, est un modèle qui existait dans d'autres univers et que tu as vraiment implémenté dans le web avec un vrai succès depuis 4 ans là, maintenant. Moi, mon
Mon rêve d'enfant, c'était de devenir chef de village au Club Méditerranée. C'est vrai. Je le suis devenu. Alors, mon village, c'est les gens du digital. Mais pendant 3 jours, c'est plus des patrons et des start-upers. Ce sont des êtres humains qui sont en vacances, mais qui sont en vacances avec leur passion du digital. Et donc, on les retrouve en maillot de bain, on les retrouve en chaussures de ski. Donc, on brise la glace naturellement. Et c'est comme ça que le business se fait de manière beaucoup plus proactive et beaucoup plus humain. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois l'image de la fête qui est associée à l'événement. Et moi, j'y suis allé pour la première fois il y a quelques mois. Et cette image de fête, évidemment, elle était là. Il y a eu une fête monstrueuse. Mais en deuxième partie, et ça bosse vraiment sérieusement. En fait, ça rencontre, ça discute. Il y a vraiment toute une partie de business très, très sérieuse. Et c'est l'association Le Froid Chaud, finalement, qui crée le truc. Hein. C'est work hard, play hard. On commence par un speed dating où chaque big boss va rencontrer 14 prestataires, 7 minutes chacun. En 7 minutes, c'est suffisant pour dire oui, pour dire non. D'ailleurs, même en 15 secondes. Ça vient des speed dating amoureux où c'était un rabbin à New York qui avait lancé cette mode des speed dating pour faire se rencontrer les juifs de sa communauté. Et puis c'est arrivé dans les bars branchés de toutes les capitales mondiales. Et j'en ai fait une logique business. Et très clairement, en 7 minutes, on a largement de quoi se faire une première idée. Et ensuite, autour d'un mojito, dans une piscine ou sur un télésiège, on va pouvoir approfondir la relation. Parce que le one-to-one aujourd'hui, c'est le gros truc. Hein, dans les événements, et les événements où on propose des rencontres directes, comme ça en speed dating, c'est vraiment ce qui marche. Tu as déjà fait ça, toi, Louisa, dans les événements? Complètement. À Leaders, il y a 1 mois. Oui. Et alors, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien, le fait de rencontrer des gens aussi rapidement, comme ça, dans un truc très... un frottement très rapide d'idées, là? Non, c'est la valeur ajoutée, c'est exactement ce que tu disais. Je pense on échange et on voit assez vite s'il y a des potentielles interactions, partenariats possibles ou pas. Ouais. Et donc très vite, soit on décide de se revoir, soit on s'arrête là. Ouais. Et c'est la valeur ajoutée des événements aujourd'hui, c'est tout ce qui est workshop, petit comité, où on en ressort, on a appris des choses concrètement, plus que les grandes conférences. Donc c'est à l'américaine, en fait. Il y avait un décodage des mots à l'américaine qui se disaient dans la Silicon Valley. Si on dit à quelqu'un, il faut absolument qu'on se revoie, ça veut dire on se revoit jamais, j'aime pas ta tête. Et si on dit à quelqu'un, il faut qu'on prenne un café un jour, là, ça veut dire, OK, il y a une ouverture pour qu'on se revoie réellement. Le speed dating, ça va à l'essentiel, en fait, directement. Exactement. On se voit pas, c'est un swipe, finalement, c'est du Tinder business, quoi. En amont des speed dating, j'ai un algorithme qui va enregistrer les rendez-vous de manière très affinitaire. Ouais. Là, à Marrakech, il y a 300 annonceurs, ils rencontrent 14 prestataires, ça fait 4200 rendez-vous. Sur 100 sponsors, les 40 rendez-vous seront tous affinitaires. Et juste après le dating, l'annonceur va mettre un petit smiley sur la performance du prestataire. Et donc, si c'est un vert, ils vont se revoir dans 1 heure. Si c'est un orange, ils vont se revoir un peu plus tard. Et si c'est rouge, il ne va pas venir l'emmerder. Donc, on n'a pas cette oppression commerciale qu'on voit dans les salons, dans les congrès, puisque l'annonceur va donner un rouge, va donner une sanction au prestataire qui n'a pas réussi à le convaincre sur ces 7 minutes. Ce qui ne les empêchera pas de se retrouver éventuellement au bar un peu plus tard et de discuter d'autres choses. Pourquoi pas? Exactement. Ça peut se faire. Et ça, c'est une affaire qui marche bien. Les one-to-one, tu as fait, toi, évidemment, dans pas mal de salons, on voit ça beaucoup aujourd'hui, le one-to-one. Oui, et on s'aperçoit en tant que journaliste qu'à chaque fois, les gens nous disent que c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient de plus en plus, en fait, ce format-là, non? Alors oui, le format one-to-one, je le connais avec un autre événement qui s'appelle e-commerce one-to-one à Monaco. Qui est lui, pour le coup, très one-to-one, pur jus avec des stands, enfin voilà. Avec une partie aussi conviviale, probablement moins festive, mais d'une façon un petit peu différente. Et puis, nous-mêmes, on a organisé il y a quelques années, à 3 reprises, et on va le reprendre probablement fin 2017, un événement qui s'appelait J-1, et qui permettait de réunir des jeunes entrepreneurs avec ce qu'on appelait des experts ou des mentors, et de rencontrer autour de d'îlots thématiques des mentors pendant un temps imparti qui était de 20 minutes en général, pour leur poser leurs questions et avoir des réponses sur le SEO, sur le juridique, sur comment se développer à l'étranger, etc. Donc on va reprendre ce format qui est effectivement aussi un petit peu, alors c'est pas tout à fait du one-to-one, mais en tout cas on est dans l'esprit speed dating. Jérôme, sur ce sujet-là? Oui, je pense que le format de la rencontre de 2 personnes, c'est un élément clé dans le business. Je veux dire, 50 Partners, c'est vraiment ça aussi. C'est-à-dire que nous, il a réussi à placer son truc, c'est bien. Non, mais Hervé parle de l'humain et de la relation humaine autour du business. Je pense que c'est réel. Ouais. Et je pense que les relations entre les gens qui bossent ensemble, elle est très importante. Alors, on ne fait pas des one-to-one de 7 minutes, c'est plutôt des rendez-vous de 1h30 ou plus. Et on organise plus de 100 meetings par mois chez 50 Partners entre des partners et des entrepreneurs. Donc
Oui. 4200 rendez-vous, tu disais, c'est concentré en quoi 3 heures peut-être, un truc comme ça. 2 fois 2 heures. C'est une ruche incroyable. Et ça va super vite parce que chacun rencontre 15 personnes minimum. J'ai des prestataires qui font l'équivalent de 6 mois de prospection en 2 heures. Ouais. Donc là, ce jour-là, ils ont légèrement intérêt à être en forme, parce qu'il faut envoyer très très sérieusement. C'est pour ça qu'après, la pression redescend aussi pour eux et que ça donne quelque chose d'assez différent parce qu'il y a eu un vrai intérêt. Et puis même les grands annonceurs qui sont là, en fait, ont besoin aussi d'avoir des prestataires et sont très concentrés sur ce qu'ils viennent chercher là. Un annonceur qui a réussi, c'est celui qui est bien accompagné. Ouais. Donc c'est fini le temps d'un client-fournisseur où il y avait le client tout pouvoir et le fournisseur tout penaud avec une salle froide, chaude pour les négociations à mode grande distribution. Très clairement, un big boss qui sait bien s'entourer ira beaucoup plus vite que son voisin. Bon, la partie plus festive, ça va être quoi, la Marrakech? On a une soirée 1001 nuits, le vendredi soir, et on a une soirée au Nikki Beach de Marrakech, le samedi soir. Donc on aura la partie jet set de Marrakech et la partie traditionnelle de Marrakech. Et après, ça repart comme ça sur... toi, tu as créé un lieu, tu viens de prendre la possession d'un lieu qui se trouve à Puteaux, je crois. Exactement, qui s'appelle La Galerie. Qui est un lieu immense, plusieurs milliers de mètres carrés. Là. C'est un millier de mètres carrés, avec une galerie d'art, un loft, une salle de cinéma, une piscine intérieure. Et donc, il y a aussi beaucoup d'événements qu'on fait dans ce lieu qui devient un QG des big boss. Et même, j'ai fait une soirée il y a quelques semaines, très people, Harry Roselma qui était présent, 2 Miss France étaient là aussi. Donc c'est sympathique de voir se côtoyer tous ces univers. Tu sais que j'ai regardé un petit peu le nombre d'amis qu'on avait en commun sur LinkedIn tous les deux. On en a 570, ce qui est quand même pas mal en fait. C'est pas mal. Et alors, j'ai regardé combien on avait tous de contacts sur LinkedIn. À peu près tous les 4, on en a entre 1700 et 2002. Vous savez combien de garçons il y en a? J'en ai 17 000. 17 000 contacts sur LinkedIn. Mais c'est mon métier. Oui, c'est un petit peu un monsieur de réseau. Bon, merci beaucoup Hervé d'être passé par ici. Et puis, on reparlera bientôt des big boss, évidemment. Merci Louisa pour cette première. On se retrouve bientôt. J'ai l'impression. Merci à vous deux d'être venus. C'était le Grand Débat du Web numéro 67. N'oubliez pas de partager. C'est LGDW pour le hashtag. Et merci également à la chaîne demain.tv. Salut à tous.